Quimper. Nous voici dans le pays bigoudin. Au fil de la rivière, la capitale historique, Pont-l'Abbé. Ville célèbre pour ses costumes flamboyants, c'est le haut lieu de la broderie bretonne. Fidèle à cet héritage, un créateur de mode s'apprête à présenter sa collection. Vous en êtes là. Il s'appelle Pascal Jaouen. Il est brodeur et son nom est indissociable de la culture bretonne actuelle. Je te le remonter un tout petit peu. Pascal perpétue les traditions du costume breton pour en faire des créations d'aujourd'hui. Ce manteau, par exemple, est fait dans les mêmes draps de laine que les vestes des marins de Plougastel. Les gens aiment quand vous souriez. Ne faites pas comme les mannequins parisiens. Donnez votre cœur et ce que vous portez. Mais souriez. Allez, on se donne la main. On est tous une famille parce qu'on est tous pratiquement issus du même milieu, de la culture bretonne. Tous les mannequins qui sont là, hommes et femmes, on fait tous partie de la danse ou de la musique, donc de notre culture. Et aujourd'hui, au lieu de mettre un costume traditionnel, on met un costume contemporain inspiré de notre culture. Chacune de ces créations évoque une facette de la Bretagne. Sur ce fourreau en soie verte, des plumes de paon, symbole de la fierté bigoudaine. Cette robe grise est inspirée des flèches de la cathédrale de Quimper. Ces taffetas sont un hommage aux toiles bleues du pays glazique. Quant à la robe de mariée, elle est rouge, comme celle que l'on portait à Pont-l'Abbé. Plus qu'un simple créateur de mode, Pascal est devenu au fil du temps l'ambassadeur du savoir-faire breton. Nous le retrouvons quelques jours plus tard à Brest. Ici se trouve son atelier de confection, où il s'apprête à démarrer sa nouvelle collection. Bon, voilà notre robe. C'est la robe Gwenadu. C'est la robe hermine. Alors, l'hermine était l'emblème des ducs de Bretagne. Voilà. Qu'on retrouve aujourd'hui dans le drapeau Gwenadu, dans un rectangle à gauche du drapeau. On a fait le choix du tissu. Toute la base est noire. Tout ceci va être blanc, parce que tout ça va être brodé en fait. Voilà. C'est par cette ébauche en toile que Pascal peut commencer à imaginer son travail de broderie. J'aimerais bien qu'on voit plus sa peau. Ça vous fait quoi d'incarner la Bretagne? Ah, ça me fait très plaisir. Puis de porter la robe d'un créateur tel que Pascal Jaouen, je peux rien demander de mieux. Voilà, je crois que c'est le plus grand hommage que j'aurais pu... c'est un hommage à la Bretagne, en fait, à ce qu'elle me donne, à ce que je suis. Il me serait très difficile d'aller vivre ailleurs qu'en Bretagne. Ça marche? Ouais, non, c'est bien. Le patron terminé, Pascal peut s'adonner à ce qu'il préfère, retrouver les gestes traditionnels des brodeurs bretons. Il faut un petit temps d'adaptation, une coordination entre vos mains, celle qui est dessus et celle qui est dessous. Mais une fois qu'on l'a acquis, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et moi, ce que j'aime bien quand je travaille cette technique, c'est d'entendre le bruit. C'est à la fois apaisant et agréable. Brodeur depuis 20 ans, la réputation de Pascal a dépassé les frontières de la Bretagne. Un pays où, au fil des siècles, la broderie a toujours été une affaire d'hommes.
nous avions dans le costume des draps très épais, très lourds. Voilà, la charge était aux hommes de broder le costume, donc plastron et manchou et gilet, tout ce qui était vêtements, qui était dur. Donc c'est pour cette raison qu'il était brodeur, maître brodeur. Il faudra une centaine d'heures à Pascal pour broder entièrement le bustier de la robe Gwenadu. Aujourd'hui, c'est la fin de la première étape. Ma petite hermine est terminée. La première hermine brodée. En Cornouailles, chaque paroisse avait son propre costume et ses traditions. Autant de communautés que Pascal Jaouen connaît parfaitement. Toute l'année, il sillonne la Pointe-Bretagne pour dispenser des cours de broderie et transmettre cette histoire. Ici, on est dans le pays de l'Avesne. Donc, je suis né, moi, dans le pays de l'Avesne. Et on va en direction de Quimper, où là, on n'est plus dans le même pays. On rentrera dans le pays glazique. Donc, le pays glazique, c'est... Pourquoi glazique? Eh bien, parce que les costumes des hommes étaient brodés sur des draps bleus. Et glaze veut dire bleu en breton. Au cœur de ce pays glazique, Quimper, capitale de la Cornouaille. Pendant des siècles, ces rues accueillaient les marchés les plus importants de toute la région. Véritable carrefour des costumes, on y croisait des marchands ambulants venus du Cap Sizun, du pays de l'Avesne ou encore du pays bigoudin. Alors c'est en hommage à toute la variété de cette mode vestimentaire que Pascal a naturellement décidé, il y a 15 ans, de fonder ici sa première école de broderie. Toi, Jacqueline, aujourd'hui, à travers la Cornouaille, ce sont 900 personnes qui le forment chaque année. Ouais, très très bien. Parmi lesquelles, Carlotta, 25 ans. J'ai dessiné les motifs Ouais. crayon blanc. Des motifs cachemire. Hein. C'est très, très, très sympa. Donc, et là, tu apportes des perles au niveau des épaulettes. Ouais. Là, tu vas broder aussi ou pas? Tout ce qui est blanc. Toutes mes félicitations. Je peignais sur vêtements et je voulais enrichir vraiment mon travail avec de la broderie pour agrémenter, que ça fasse vraiment quelque chose de techniquement, que ce soit beau. Je me suis inscrite vraiment spécialement pour lui. Je suis venue habiter en Bretagne aussi, voilà, pour faire de la broderie et faire des cours avec Pascal. Voilà. De voir aujourd'hui qu'une nouvelle génération s'intéresse à ce métier, ben moi, ça me... Voilà, j'ai un avenir beaucoup plus serein pour la broderie. Broderie, ça fait, pour les gens, ça fait ancien. Alors que la broderie, on peut faire des choses très à couture. Parmi la jeune génération, il y a aussi Boris, 21 ans. Il se prépare à devenir brodeur professionnel. Ma grand-mère brodait les costumes bretons et qu'elle était couturière, et ben, elle m'a un peu poussé aussi dans cette direction. Et du coup, j'ai fait mon premier stage ici quand j'avais 14 ans. Du coup, après, je suis partie au lycée pour aller faire de la confection. Je suis partie à Paris faire une prépa en art appliqué. J'ai un diplôme des métiers d'art en broderie. Du coup, là, je suis en stage. Avec Carlotta et Boris, la relève semble assurée. Pour Pascal, brodeur autodidacte, c'est une grande victoire. Son prochain défi est maintenant de faire connaître ses créations bien au-delà des frontières de la Bretagne. Et cela passe par un arrêt aux confins du Léon, sur l'île de Ouessant. C'est dans ces paysages sauvages que Pascal a souhaité réaliser les photos qui annonceront la nouvelle collection. La robe Gwenadu
est terminé. En dirigeant juste un peu ton regard plutôt par là. Ouais, très bien. Il a confié la mise en image à Yannick de Rennes, photographe breton. Yannick, c'est un vrai paysage de Bretagne, ça, hein? Ah là oui, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Ouais. Avec les rochers, la lande, puis là on est vraiment au bout de la Bretagne. Donc là c'est difficile d'aller plus loin. C'est pas un lieu évident en fait à mettre en scène, à mettre en lumière en plus, surtout aujourd'hui. Ici le paysage est vraiment particulier. Donc on peut arriver à construire une histoire, enfin je l'espère en tout cas. Voilà. C'est la robe qui va clôturer le défilé. C'est la fin de quelque chose et la naissance d'autre chose. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est ma Bretagne, oui. Et par amour pour la Bretagne, lors de son défilé, Pascal a décidé de remplacer la sacro-sainte robe de mariée du final par la robe Gwenadu. Véritable joyau au cœur de la mer d'Iroise, Ouessant a toujours fait rêver ses visiteurs. Une terre sauvage où les hommes se mesurent à la force des éléments. Une île où en mer comme sur terre, le vent a longtemps été indispensable à la survie des habitants. Benoît Loriou vient régulièrement sur l'île pour renouer avec une tradition locale. Depuis 5 ans, il reconstruit les anciens moulins de Ouessant. Et ce matin, c'est à vélo qu'il rejoint son nouveau chantier. C'est le moyen de locomotion sur l'île, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc on fait tout à vélo. C'est plus sympa pour découvrir toutes ces petites maisons. Et il en profite aussi pour admirer les plus belles vues de l'île. C'est un très beau petit coin puisqu'on arrive sur l'île Keller avec ce manoir tout en face, avec le petit port ici. C'est vraiment magnifique, quoi. Un manoir qui le fait rêver depuis bien longtemps. J'aimerais bien avoir un beau manoir comme ça avec un petit moulin à côté, là, ce serait, ce serait l'idéal. J'ai rencontré ces personnes qui habitent sur l'île Keller et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'électricité. Alors je leur ai proposé un petit moulin avec une production électrique. Voilà, comme ça, ce serait... ça pourrait leur servir. Déjà, on a besoin de logistique pour venir sur Ouessant, mais alors là, pour aller en plus sur la petite île de Keller, il faut l'hélicoptère. Isolés du continent, les paysages de Ouessant ont été préservés. Et la lande reste le paradis des moutons. C'est dans ce cadre sauvage que Benoît Loriou entame son chantier avec les bénévoles de l'association qu'il a fondée il y a 5 ans. Alors, attends, tu nous passeras l'autre barre. Sur cette petite tourelle en pierre, ils vont reconstruire en 3 jours un moulin identique à ce que l'on trouvait sur l'île il y a 50 ans. C'est un moulin, ouais, ça ne ressemble pas beaucoup pour le moment. Ce sont les plus petits moulins d'Europe. Voilà, c'était des moulins qui servaient à chaque famille. Chaque famille ici avait son moulin, quoi. Il y a un siècle, dans un souci d'autonomie, chaque maison faisait tourner son propre moulin à farine. On en comptait plus d'une centaine, mais après la guerre, peu à peu, ils ont tous disparu. Ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir qu'on reproduit des gestes qui ont déjà été réalisés. Alors il y a longtemps, hein. Mais il faut monter les machines, il n'y avait pas de grue à l'époque non plus, donc il faut faire comme ils faisaient. On n'a rien à inventer, juste à reproduire. Et c'est grâce à l'aide des Ouessantins que le moulin va pouvoir prendre forme. La partie la plus délicate, c'est l'arbre, l'axe qui tiendra les ailes, une pièce de 150 kg à porter à bout de bras. Il faut que l'arbre rentre par la porte du moulin, d'accord? Donc tu es devant toi, d'accord? Ah, mais je peux... On remonte. Ouais, attention les doigts dessous, hein. Attention. Attends, je vais grimper. Bah vas-y, vas-y. Voilà. Attends pas trop, voilà. Et voilà. Il est dedans là-bas?
Ouais, très bien. Ah, c'est la pièce la plus dure. On avait bien besoin des Wessantins pour ça. C'est important qu'ils soient là. C'est des hommes forts, voilà. Ils sont petits, hein, t'as vu, mais costauds. C'est bon? Dernière étape, les ailes. Ça y est, ça tourne. Bon, ça commence à ressembler à un moulin quand même. C'est beau. On ne laisse jamais les ailes du moulin en croix, hein, c'est-à-dire en plus comme ça. Voilà, ça c'est un signe de deuil dans la famille du meunier. Voilà. Et puis donc on les met toujours en X comme ça. Alors après il y avait des signes quand on était en patte de chien avancée comme ça, ce qui est le nom. Ça voulait dire que tout allait bien. Voilà. Et puis là, quand on était comme ça, le meunier est absent. Voilà. Donc je crois qu'on va laisser comme ça pour ce soir. Et le meunier va être absent. Voilà. Et lorsque notre meunier s'absente, c'est pour mieux profiter de la quiétude de l'île. Et on va s'installer là? Ah ouais. Parmi les plaisirs incontournables de notre amoureux de Ouessant, un pique-nique pour assister au coucher du soleil avec toute l'équipe de travailleurs. Quand on est sur Ouessant, on est un peu en dehors du monde parce qu'il n'y a pas de... Bah voilà, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas tout ce trafic. Il y a beaucoup de vélos, l'ambiance est différente, quoi. C'est reposant et puis il n'y a pas de téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, donc ça c'est chouette. Non, c'est vrai. Ça repose, quoi. C'est calme. Ah ouais, là je me ressource, quoi. On vit ensemble aussi, on est dans le même gîte, une bonne ambiance, voilà. Mais c'est ça qui est plus qu'intéressant. Je crois que ça fait partie de 50% de l'aventure, quoi. Se dire, voilà, on va passer une semaine ensemble. Bon, il y en a qui feraient des balades, etc. Bah, nous, on s'est dit, tiens, on va monter un moulin. Ça va nous occuper la semaine. Des bonnes balades? Oui, c'est des bonnes balades. Demain, Benoît a un rendez-vous important avec les Ouessantins. On va mettre sur le panneau d'affichage. Mais où? Dès 9 h du matin, Benoît et sa famille se rendent à Lampol, au cœur de l'île, pour une séance d'affichage. Et si on ne le met pas, on va nous reprocher d'avoir fait tourner le moulin sans prévenir. Alors on en met à la fois dans les commerces et puis ici sur le panneau d'affichage d'Ouessant qui est très important, c'est plus que la presse. Hein. Autant le panneau va être lu que la presse, bon, moins. Objectif pour Benoît, convier les Ouessantins à la production de farine qu'il va démarrer cet après-midi. Si on pouvait coller une affiche, c'est ça? Ouais, une affiche hein, pour le moulin qu'on a redémarré. Voilà. Une tradition qui évoque des souvenirs d'enfance pour certains. On sait à quel point ils ont occupé une place importante, hein. Les 3 grands moulins et puis la centaine de petits moulins. Et puis donc, nous, on a acheté une maison il y a 25 ans ici. Et évidemment, dans nos parcelles, on a cherché quelle était la parcelle au moulin. Parce que, en fait, chaque maison était relativement autonome. Donc, pour un quartier au minimum, il y avait un moulin. Quelques heures plus tard, Benoît est à pied d'œuvre avec son fils pour démarrer le tout premier moulin qu'il a restauré il y a 4 ans. Il ne faut pas avoir le vertige quand on est meunier dans un moulin avant. On est souvent grimpé en l'air. Meunier depuis l'âge de 18 ans, Benoît aime toujours autant être aux commandes. Et c'est pour lui à chaque fois comme un nouveau défi. Voilà, c'est parti. Il faut que ça se mette à souffler parce que les Ouessantins attendent la farine. Donc alors, je leur ai dit que ça dépendait du vent et pas de moi. Justement, le fait de ne pas avoir des vents réguliers et assez fort, on est obligé de desserrer. Donc c'est la farine qui va être plus grossière. On va faire un peu une farine semouleuse. Alors que quand on a un bon vent régulier et fort, là on a une farine très fine, quoi. Rapidement, les visiteurs en quête d'authenticité sont au rendez-vous.
Ah, c'est le plus petit moulin d'Europe, ouais. C'est vrai? Il n'y a pas plus petit, hein. Ça n'existe pas en dessous. Ouais. Si à Ouessant, les moulins étaient si petits, c'était pour que les femmes et les enfants puissent les faire tourner pendant que les hommes étaient en mer. Il est beau, il est tout petit, il ressemble pas à ce qu'on connaît. Puis moi je suis venue plusieurs fois ici et je ne l'avais pas vu en fonctionnement, donc moi je trouve ça super. Moi je vous dirais qu'à l'âge de 13 ans, je faisais tourner le moulin, et ben, ça fait quelque chose. De le revoir marcher. De le revoir marcher maintenant. Voilà. Oui, les gens étaient heureux malgré que ce soit dur. Oui, 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 oui. Eh ben, c'est assez authentique, hein. On va chercher la farine direct au moulin. Directement au moulin, hein, comme ça, plus qu'à faire des crêpes. Farine de blé. La farine de blé, la ma foi. Presque bio. Ah. Au vu du succès rencontré, il est prévu que Benoît et les Ouessantins reconstruisent 3 autres moulins sur l'île. Nous le retrouverons avec son association dans quelques semaines sur le continent, où il participe au renouveau de l'or noir breton, le sarrasin. Retour sur la pointe de la Cornouaille, le Cap Sizun, où un autre fleuron du patrimoine breton est précieusement sauvegardé.